Et bonjour, et je suis Cédric Vachon de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine, l'agence régionale pour l'orientation, la formation et l'emploi de Nouvelle-Aquitaine. Bienvenue pour cette troisième mini-conférence du Cap Métiers Tour de La Rochelle, consacrée ce matin à certains métiers de l'industrie. Petit rappel sur comment se passe. Vous pouvez, grâce au chat, nous faire part de vos questions à nos invités et je m'en ferai le relais. De plus, toutes les présentations qui vont être utilisées vous seront transmises à l'issue de ce webinaire. Donc, pour parler de ces métiers de l'industrie ce matin, nous accueillons deux personnes que je vais laisser se présenter elles-mêmes. Bonjour. Bonjour. Donc, moi, je suis Marion Sanson, chargée de mission d'information au sein de l'UIMM Charente-Maritime. Donc, pour vous expliquer un petit peu, l'UIMM, c'est l'Union des industries et des métiers de la métallurgie. Donc, en fait, c'est un syndicat patronal auquel les entreprises qui font partie de la métallurgie adhèrent. Donc, on est en lien avec eux pour les aider dans tout ce qui est information juridique, recrutement, emploi, formation, etc. Les métiers de la métallurgie, ça regroupe plusieurs secteurs d'activité, comme l'aéronautique, comme le médical, comme le ferroviaire. Il y en a beaucoup sur notre département de la Charente-Maritime. Et donc, nous, l'idée, c'est de pouvoir mettre en lien nos entreprises adhérentes, leurs besoins en recrutement et potentiellement des jeunes en apprentissage qui veulent se former ou des demandeurs d'emploi qui recherchent dans ce secteur-là et de faire un peu mieux connaître les métiers d'industrie. Donc pour ça, au sein de l'UIMM, on travaille avec un pôle formation de l'UIMM. Et donc, c'est Léa qui représente ce pôle formation. Donc, je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, donc je m'appelle Léa Besselièvre et effectivement, je suis basée sur le centre de Châtelaillon-Plage et je m'occupe de promouvoir et puis aussi surtout de donner beaucoup d'informations sur nos métiers, sur nos filières, sur nos formations, parce que souvent, c'est des choses qui sont peu connues, où on a beaucoup d'idées reçues, on ne connaît pas l'envers du décor, donc voilà, je m'occupe de tout ça. Et du coup, justement, est-ce que vous pouvez nous présenter quelques-uns de ces métiers qui aujourd'hui, sur lesquels vous recrutez? Oui, tout à fait. On va faire le point sur. Alors, je ne vais pas présenter l'ensemble des métiers parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais je vais faire un focus sur des métiers que vous pouvez intégrer suite, par exemple, à un CAP, suite à une troisième, suite à un bac pro. Voilà, des métiers qui sont facilement accessibles dans un premier temps pour découvrir le milieu de l'industrie. Et donc, on peut peut-être passer sur la diapositive suivante, juste pour présenter globalement sur le territoire comment on est situé, éventuellement. Voilà. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer, donc sur le territoire du 16, 17, 79 et 86, on a plusieurs centres de formation qui sont présents, les trois principaux qui sont Châtelaillon, Angoulême et Poitiers, où vous retrouvez les différents métiers qu'on propose à la formation. Et voilà, je pense que je ne vais pas en dire plus à ce niveau-là, c'est suffisamment parlant. On va peut-être embrayer directement sur les métiers. Là, vous voyez quelques images, c'est pour vous donner un premier aperçu visuel de ce qu'on retrouve dans nos métiers. Donc, il y a notamment 8 grands secteurs d'activité, donc qui sont cités: automatisme robotique, la conception industrielle, la chaudronnerie-soudage, électrotechnique, conduite de ligne, usinage, maintenance électricité, numérique, informatique. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on se centre sur la maintenance industrielle, qu'on se centre sur la chaudronnerie et également sur la conduite de ligne, qui sont des métiers assez pourvoyeurs d'emploi, qui sont recherchés par les entreprises et voilà, où on a des compétences vraiment à développer. Donc, j'avais prévu des petites vidéos. Je pense On peut peut-être commencer ceux de la conduite de ligne, parce que c'est vrai, conduite de ligne, on pense aux avions, mais un peu plus rarement à l'industrie. Alors, on peut peut-être regarder celui-là pour voir à quoi ça correspond. Pour introduire, pas de souci. Allez, c'est parti pour la vidéo. Si tout fonctionne. Est-ce que ça... Pas encore, pour nous en tout cas. Pas encore, non. Ah, visiblement, elle a un petit peu de mal à partir, cette vidéo.
D'accord. En cliquant sur le lien. Voilà. Ça y est. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de 3 professionnels des Ouais. industries technologiques pour découvrir le métier de conducteur de ligne automatisé. En charge d'une ou plusieurs lignes de fabrication ou de conditionnement, le conducteur de ligne en assure le bon fonctionnement et anime une équipe d'opérateurs et de conducteurs de machines. Il coordonne pour cela l'activité de production et assure également une maintenance préventive de ces équipements. Racontez-nous, en quoi consiste votre métier et qu'est-ce qu'une ligne ? C'est un assemblage de machines. On suit chaque processus, donc on a des contrôles pour chaque étape. De fabriquer la pièce pour la boîte. Elle a subi diverses opérations déjà et nous on effectue encore pas mal d'opérations sur cette pièce. Le lopin arrive brut, il passe dans les presses pour être forgé. Ces pièces sont créées en salle d'assemblage en fait. Et nous on est au contrôle final. Conduire une ligne, c'est gérer le rendement opérationnel des machines. On assure le conditionnement, tout ce qui est changement d'outils, Et de s'occuper de machines automatisées. la gestion des stocks, ainsi que assurer la qualité et respecter les contrôles fréquentiels. Il y a beaucoup de machines différentes, hein. On peut avoir des tours, des robots, ça peut être même une technologie différente. Moi je travaille à salle des bancs CDH, donc je fais les distributeurs hydrauliques qui sont mis dans les boîtes de vitesse auto. Je travaille sur des bancs d'essai, ça permet le réglage des distributeurs hydrauliques. Je travaille sur une ligne automatisée, donc faire fonctionner les machines automatisées, la mise en route, assurer la qualité. Je fabrique des satellites pour les boîtes de vitesse manuelles. Ma ligne est constituée de 3 presses de forgeage à froid, ainsi que 2 tours automatiques. Et alors, quelles sont les compétences pour être un bon conducteur de ligne automatisé ? Il faut être méthodique, savoir par où commencer, comment faire fonctionner sa machine. La minutie aussi pour le réglage machine, pour assurer vraiment la qualité. Du sérieux, de la rigueur, On travaille avec de nombreux métiers périphériques. les méthodes, l'ingénierie, la sécurité aussi, beaucoup. Et alors, qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? L'autonomie, on a quand même des responsabilités. C'est diversifié, La polyvalence, parce qu'on est amené à bouger pas mal. On n'est pas que à la fabrication de pièces. c'est vraiment enrichissant et intéressant. Puis toutes les actions de progrès sur les côtés, c'est très intéressant. Ça va encore évoluer. Pour finir, si vous deviez parler de votre métier à des jeunes, qu'est-ce que vous leur diriez ? C'est un métier passionnant. C'est pas la chaîne comme on peut croire. On va arriver, rester, faire que la même chose tout le temps. C'est quand même varié, il y a pas mal de choses Très à faire. diversifié. C'est surtout aussi beaucoup de contact avec les gens. Ici, tout le monde se connaît, on a l'avantage d'être dans une petite entreprise, donc on s'appelle par son prénom, c'est assez familial. Il y a plein de choses en fait, l'industrie, c'est pas que la fabrication, il y a beaucoup de métiers à côté qui sont liés justement, que ce soit la qualité, et on peut évoluer. Parfait, merci beaucoup à tous les trois de m'avoir fait découvrir votre métier de conducteur de ligne automatisé. Merci à vous. C'est un métier qu'on peut d'ailleurs retrouver dans tous les autres secteurs des industries technologiques. L'aéronautique, le spatial, la défense, l'automobile, l'électrique, l'électronique, l'informatique, le mécanique, le ferroviaire, les produits métalliques, le naval et les énergies. Et du coup, on peut les retrouver même dans d'autres industries que celles que vous représentez ce matin, notamment dans l'industrie agroalimentaire, c'est ça, hein? On les retrouve un peu partout, ces pilotes de ligne de production. Oui, tout à fait. Ça va dans l'ensemble des industries, enfin pas toutes, mais il y a une grande majorité des industries, effectivement, où il y a des postes de conducteurs de pilotes de ligne. En fait, à partir du moment où il y a une entreprise qui va avoir de la production avec des machines pour réaliser cette production, il y aura forcément de la conduite de ligne sur ces machines automatisées pour pouvoir les gérer et puis assurer la bonne continuité de la production. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a comme, du coup, autre métier avant qu'on rentre peut-être sur le côté comment on y accède à ces métiers? Oui, tout à fait. Alors là, pour faire un peu la suite de la conduite de ligne, il faut savoir qu'on peut… la conduite de ligne, c'est quelque chose qui est facilement accessible parce qu'à partir d'un niveau 3, donc un niveau CAP BEP, on peut y accéder. Et ensuite, on peut vraiment évoluer et même aller plus loin, c'est-à-dire aller par exemple sur le domaine de la maintenance industrielle, qui est quelque chose que je souhaitais vous présenter aujourd'hui parce que vraiment, les entreprises qui ont un service de maintenance, vraiment vont rechercher fortement des techniciens de maintenance industrielle. Et donc, un technicien de maintenance industrielle, c'est quelqu'un qui est vraiment, qui a vraiment une large palette de compétences
une large palette de compétences puisque ça va de la mécanique à l'électricité, l'hydraulique, la pneumatique et l'automatisme. Donc, c'est quelqu'un qui intervient au sein d'une entreprise sur de la réparation lorsque la panne est effective ou sur de l'entretien, justement pour éviter que la panne arrive et que la production soit stoppée. Et pour rebondir sur ce que Léa disait, au niveau des entreprises, c'est vraiment un métier qui est très recherché. Il n'y a pas forcément beaucoup de candidats. Donc, même en apprentissage et même en emploi, c'est un métier qui est très demandé. Et du coup, sur ce type de métier, quand les recruteurs procèdent à leur recrutement, c'est quoi les qualités qu'ils aiment reconnaître au-delà des compétences liées au métier? C'est quoi les qualités pour travailler dans le secteur de la maintenance? Alors, de manière générale, donc c'est des gens qui quand même vont être formés à minima, puisqu'il y a quand même des sciences, des compétences à avoir. Mais donc c'est quelqu'un qui va être quand même assez manuel. On est sur des métiers techniques, hein, donc qui va pouvoir être dans la réparation, mais pas que. C'est aussi le diagnostic, puisqu'il va falloir avoir une certaine logique, se dire voilà, par exemple, il y a une panne, par quoi je commence pour pouvoir détecter ma panne, pour voir d'où elle vient. Donc c'est de la logique. Donc c'est bien sûr du manuel, et puis c'est aussi de la minutie et de la rigueur. En ce sens-là, les profils féminins ont aussi toute leur place dans ces métiers au même titre que les hommes, et on en a alors, de manière bien sûr un peu moindre, mais dans nos formations de plus en plus on a des profils féminins et qui sont aussi favorisés par les entreprises pour ce côté minutie, rigueur, suivi des procédures, etc. Alors, je vous interromps juste 2 petites secondes parce qu'on commence à avoir des questions via notre chat. Donc, n'hésitez pas à tous ceux qui sont dans la salle virtuelle à poser vos questions. Première question du lycée Fénelon. Est-ce que ces métiers sont bien payés? On rentre directement dans le vif du sujet. Alors, il faut savoir, par exemple, pour un jeune qui souhaiterait se former par le biais de l'apprentissage, donc effectivement avec une rémunération dans le cadre de son contrat de travail, sur les entreprises qui sont rattachées donc à la convention collective de la métallurgie, les salaires sont plus élevés que ceux qui sont proposés en fait de base. Donc, effectivement, les apprentis ont une rémunération supérieure aux apprentis entre guillemets du droit général avec une convention collective générale. Voilà. En fait, la convention collective de la métallurgie est quand même très avantageuse. Voilà. Plutôt D'accord. bien quand on travaille dans la métallurgie. On va peut-être continuer avec le troisième type de métier que vous vouliez nous présenter, et puis on reviendra aux questions de chat juste après. D'accord. Léa. Donc, le troisième secteur que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est celui de la chaudronnerie. Donc, la chaudronnerie très vaste qui regroupe donc la métallerie, la serrurerie, la tuyauterie, le soudage, qui est un domaine aussi vraiment sollicité en ce moment, où on forme beaucoup, les entreprises sont en demande de personnes formées, et donc ça va être le travail, par exemple, d'une tôle qu'on va venir couper, qu'on va venir plier, percer, mettre en forme, souder, et aussi le travail des profilés, donc des éléments, par exemple, de style tuyauterie, serrurerie. Voilà, c'est quelque chose qui est très, très demandé actuellement. Alors, pour les enseignants éventuellement qui sont avec leur classe, sachez que via le PowerPoint que nous vous transmettrons juste après, vous aurez la possibilité de retrouver des vidéos. Et les métiers en vidéo, c'est vrai que c'est un peu plus parlant. Ce que je vous propose, parce qu'on a pas mal de questions sur justement les études, comment on accède à ces métiers, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement le dispositif de formation? Oui, alors voilà, les métiers qu'on a présentés, le métier au final reste le même. Par contre, il y a différentes possibilités d'y accéder. On l'a déjà évoqué, par exemple, l'apprentissage, donc qui peut être fait par exemple par le biais d'un bac pro. Après, on peut évoluer sur un BTS en alternance, une licence, etc. Mais qui sont accessibles, je dirais, pour certains, le niveau 3 et puis le niveau 4. Donc, facilement accessible sur un premier niveau, je dirais, d'études. Il y a aussi les personnes qui vont être, par exemple, inscrites comme demandeurs d'emploi, qui, par le biais de la région aussi, peuvent se former avec le statut de stagiaire de la formation professionnelle. On a aussi la possibilité de mettre en place des titres professionnels qui sont une formation un peu plus courte en temps, qui vont mettre de côté la partie enseignement général et se concentrer sur la partie enseignement technique et professionnel, et qui vont avoir des équivalences, par exemple niveau 4, niveau 3, niveau 4 et au-delà. Voilà.
Sacha nous demande via le chat combien de temps en moyenne sont formés ces apprentis. Vous allez me dire, ça dépend du diplôme qui est visé, mais en principe, c'est des contrats de combien? Alors, si on part, par exemple, sur quelqu'un qui aurait fini sa 3e et qui souhaite poursuivre sur un bac, ça sera forcément un bac pro en 3 ans. Après, de temps en temps, on a aussi des profils qui ont commencé dans un secteur et qui veulent un peu changer parce que ça ne leur plaît pas ou ils n'étaient pas sûrs de leur choix. Et s'ils ont déjà un bagage, ils peuvent avoir, par exemple, un bac en 2 ans. Voilà, c'est des choses, donc c'est vraiment du cas par cas en fonction du parcours de la personne. On va dire de manière générale 3 ans pour un bac et ensuite 2 ans pour un BTS, etc. Petite question encore, je me fais le relais au fur et à mesure. Hein. Est-ce que ces métiers de l'industrie concernent les énergies renouvelables? C'est-à-dire, est-ce que ça fait partie aussi de votre champ d'action? Oui, en fait, oui, ces métiers-là, ils peuvent être un peu dans tout type de secteur. En fait, il n'y a pas de limite à partir du moment où, quand il y a des machines, il y a des pilotes, il y a des techniciens de maintenance parce qu'il faut réparer les machines. En fait, oui, c'est exactement. Voilà. Et même nous, sur notre site de Châtelaillon en particulier, donc on a un BTS, ça veut dire qu'il faut déjà arriver avec un bagage, mais on peut se former un BTS qui s'appelle maintenance de systèmes énergétiques et fluidiques, donc qui peut concerner notamment le domaine de l'énergie renouvelable. Est-ce qu'on peut considérer que ce sont des métiers à risque? À risque, je dirais pas à risque. En fait, il faut prendre en compte l'environnement de travail. Donc, il y a un environnement qui peut être un petit peu plus bruyant que travailler, par exemple, dans l'administratif au sein d'un bureau. Malgré tout, il faut voir qu'il y a des EPI, donc des équipements de protection individuelle qui sont obligatoires. Il y a aussi des protections au niveau des machines avec après, voilà, je vous donne des exemples comme ça un peu larges, mais avec des arrêts d'urgence, des choses. Les gens sont vraiment pris en charge dans un système de protection individuelle et collective et les machines également. Donc, si tout est respecté, le risque est écarté. D'accord. Est-ce qu'on peut juste revenir sur l'âge minimum, on va dire, pour rentrer dans le champ de l'industrie? C'est quoi? Par exemple, à partir de l'alternance, dès 15 ans, c'est des choses qui sont envisageables. Après, il faut savoir qu'il y a aussi un dispositif qui est intéressant qui s'appelle la prépa apprentissage, qui est là pour faire découvrir les métiers sur un temps plutôt court, dans lequel les gens sont dans notre centre de formation, dans les ateliers, en visite d'entreprise, en stage, etc. Donc, c'est à partir de 16 ans également. Donc, on va dire à partir de 15-16 ans, on peut accéder. Toujours sur ce champ du scolaire, et puis après on passera aux questions, parce qu'on a d'autres questions aussi sur les modes de financement des formations plutôt pour les adultes. Mais pour ce qui concerne les scolaires, est-ce que les entreprises de votre secteur d'activité prennent facilement des stagiaires dans le cadre des stages d'observation 3e? Alors oui, ça arrive. Ils peuvent demander des stagiaires dans le cadre d'observation de 3e ou des stagiaires dans le cadre, des fois c'est pas toujours en apprentissage, donc parfois ils prennent des stagiaires. Oui, il y a des entreprises qui prennent en stage sans souci, au contraire, parce qu'ils sont contents de pouvoir faire connaître un peu les métiers de l'industrie. Après, c'est vrai que nous, en ce qui concerne donc le pôle formation, qui est le centre de formation, on n'a pas, je dirais, de formation initiale sur des bacs ou des choses comme ça. Donc, directement, les gens qui intègrent sont sous statut apprenti. Donc, dans ce cadre-là, il n'y a pas de stage à réaliser, c'est le contrat de travail. Mais dans le cadre, par exemple, de la prépa apprentissage dont j'ai parlé juste avant, effectivement, on a organisé donc des visites d'entreprise et des jeunes ont aussi fait des stages de 1 ou 2 semaines dans les entreprises. D'accord. Je pense que là, ça faisait plutôt référence aux stages d'observation de 3e qui sont obligatoires pour les élèves. Et donc, voilà, savoir si votre secteur faisait partie des secteurs qui accueillaient facilement ce type de stagiaires. Bon, visiblement, c'est possible. Y a-t-il des métiers de la recherche et du développement? Parce qu'on a parlé des métiers de la maintenance, on a parlé des métiers de la conduite de ligne, mais qu'en est-il des métiers de la recherche et du développement? Alors, oui, c'est un niveau beaucoup plus élevé, la recherche et développement. On est sur un niveau plutôt ingénieur, bac plus 5. Je me dis si je me trompe, mais pour moi, c'est au minimum bac plus 5. On arrive sur des niveaux plus élevés, mais qui sont tout à fait accessibles. Et il y en a, bien sûr, pour développer dans toute entreprise, pour développer les projets, pour développer les produits, pour faire de la recherche. Il y a du recherche et développement.
On sera sur un niveau plus grand. Oui, après, je dirais ça c'est associé à tout type d'entreprise, effectivement. Quelqu'un qui vient, par exemple, d'une formation plus généraliste peut intégrer une entreprise industrielle pour faire de la recherche et développement. Mais une formation associée à la recherche-développement vraiment industrielle, voilà, on sera plus sur des métiers qui auront un lien avec le bureau d'études, voilà, des choses comme ça. Effectivement, à un niveau études supérieures. D'accord. On a pas mal de questions pour ce qui concerne les conditions de travail. Est-ce que vous pouvez nous préciser, grosso modo, quelles sont les conditions de travail dans ce secteur, les horaires? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est… voilà. Alors, ça va dépendre des métiers, mais c'est vrai que dans l'industrie, on a souvent des horaires un peu décalés. Donc, qui s'appellent les 2-8 ou les 3-8. C'est-à-dire qu'on fait des horaires, par exemple, on commence de 6h jusqu'à 13h, la journée finit à 13h. Ensuite, la semaine d'après, on peut commencer de 13h et on finit à 21h. Il peut y avoir des nuits aussi. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on a des heures de nuit ou des horaires décalés, il y a des avantages. C'est-à-dire qu'il y a des majorations au niveau de la paye, il y a des majorations heures de nuit, il y a des paniers repas qu'on vous offre en plus. Enfin, là, du coup, la paye est plus avantageuse. Il y a aussi une partie qui peut exister, c'est-à-dire ne travailler que le week-end, faire 12 heures le samedi, 12 heures le dimanche, et être payé comme 35 heures, puisqu'on travaille le dimanche, on est mieux payé. Il y a des horaires qui peuvent être décalés, autant que par exemple un technicien de maintenance peut travailler en journée en horaire classique. Il n'y a pas que des horaires décalés, mais ça existe dans l'industrie. D'accord. Autre question un peu récurrente sur est-ce qu'il est possible d'exercer ces métiers à l'étranger? Oui, tout à fait. Après, ça revient aux diplômes qui vont être reconnus à l'étranger, mais voilà, c'est totalement possible de se former, par exemple, au métier de la chaudronnerie et puis d'exercer à l'étranger. Tout à fait. D'accord. Alors, on va passer aux adultes maintenant. Quelles sont les formations qui existent pour les publics adultes et puis qui les finance? Ouais. Alors, je dis, on a notamment la région en fait qui propose dans le cadre de l'habilitation au service public, le HSP, des formations à destination des personnes qui sont inscrites comme demandeurs d'emploi. Donc en grande majorité, on a des adultes qui participent à ces formations et donc c'est financement région. Et donc, il faut être inscrit comme demandeur d'emploi et c'est effectivement les prescripteurs, donc ça va être Pôle emploi, ça va être Cap emploi, ça va être mission locale, agence intérim, etc., qui vont positionner les candidats sur les formations qui auront été validées dans le cadre de leur projet. D'accord. Et du coup, on est sur quel type de formation en termes de niveau et de durée? Là, pour vous donner un exemple, si vous voulez, très prochainement, courant octobre, on a une formation de niveau 4, donc niveau bac, sur du technicien de maintenance industrielle qui va commencer. Un peu plus tard, au mois de novembre, normalement, une formation assembleur-monteur système mécanisé, donc qui est de niveau 3, un peu moins élevé, qui va commencer également. Donc, sur tous ces domaines, la conduite de ligne, la maintenance, la chaudronnerie, on a tous ces métiers qui sont représentés. Et c'est en ce sens où je vous disais qu'il y a différents moyens pour y accéder, donc autant sur la formation adulte que sur l'apprentissage. Du coup, quel est l'interlocuteur si on veut s'orienter vers ces métiers? Est-ce qu'on peut prendre directement contact avec le pôle formation? Comment ça se passe? Tout à fait, je dirais même contact avec moi directement parce que pour le coup, je suis vraiment le relais sur l'apprentissage, sur la prépa-apprentissage, sur les formations habilitation de service public avec la région pour les demandeurs d'emploi. Et après, bien sûr, je réoriente vers les collègues, mais je peux être le point d'entrée pour les questions et les projets là-dessus. Alors, il y a Claire-Marine qui est très inquiète des vacances. Est-ce qu'il y a des vacances quand on travaille dans l'industrie? Bien sûr. Bien sûr, il y a les 5 semaines de vacances, voire plus, selon la convention collective en plus, qui est plutôt avantageuse. Donc évidemment, il y a des vacances. Il y a des vacances. Même les apprentis, bien sûr, ils sont régis par le droit du travail. Ils ont aussi bien sûr leurs congés payés qui sont prévus dans le cadre de leur formation par alternance. Oui, parce qu'en fait, alors c'est peut-être à préciser, tu me dis si je me trompe, mais dans le cadre de l'alternance, quand ils sont en cours, ils sont considérés comme du temps de travail. C'est du temps de travail effectif. Et effectivement, donc les 5 semaines de congés payés sont aussi naturellement données pour eux. Voilà, c'est la réglementation du travail. On a vu tout à l'heure dans la vidéo une femme témoigner. C'est quoi la réalité
dans les faits? Les femmes ont leur place dans l'industrie ou pas? Les femmes ont totalement leur place. Maintenant, c'est vrai que quand on regarde dans les entreprises, elles sont encore minoritaires. Pour autant, elles ont totalement leur place. Ce que je vous disais, c'est que nous, chaque année, viennent se former sur de la chaudronnerie, sur de la maintenance, sur de la conduite de ligne. Voilà, des jeunes femmes ou des femmes adultes même, soit en reconversion, soit sur un projet initial, et elles ont totalement leur place. Les entreprises, vraiment, les accueillent de la même manière qu'un homme. Oui, à ce niveau-là, il faut vraiment promouvoir, il faut vraiment en parler parce que la pénibilité au travail est quand même vraiment réduite. Plus les années passent et plus c'est réduit. On a des machines maintenant aussi à commande numérique, etc., qui assistent et qui permettent d'avoir je dirais, des contraintes physiques moindres que ce qu'il pouvait y avoir de nombreuses années auparavant. Et du coup, quand on a commencé une première expérience professionnelle dans l'industrie, est-ce que votre secteur accompagne à l'évolution des salariés? Est-ce qu'on peut progresser à l'intérieur de ces métiers ou est-ce qu'on est amené à faire le même travail toute sa vie? Ah non, c'est très évolutif en fait. On peut évoluer, on peut monter en compétences, on peut même devenir chef d'équipe quand on maîtrise bien son métier. C'est vraiment très évolutif. C'est pas des métiers où on reste. Alors après, c'est le choix de chacun. Il y en a qui veulent pas évoluer. Mais ça, il y a des possibilités d'évolution. On a déjà accompagné des profils qui sont arrivés sur un niveau bac chez nous et en fait qu'on a accompagné jusqu'au diplôme d'ingénieur. Donc ça fait un petit parcours quand même. Et même au-delà de ça, des entreprises régulièrement nous envoient leurs salariés pour former, pour se remettre à niveau, les qualifications, etc. Donc même au sein d'une entreprise, vous pouvez continuer à vous former par de la formation continue. D'accord. Petite question tristement d'actualité. Qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui dans les entreprises par rapport à la crise du Covid-19? Oui, ils ont suivi tout le protocole sanitaire. C'est-à-dire que chacun est espacé avec des masques, lavage de mains obligatoire. J'ai envie de dire, l'activité a pu continuer quand même ou pas? Ça dépend des secteurs. Ça dépend des secteurs. Ça dépend des secteurs, évidemment, puisqu'il y a des secteurs où les commandes ont un petit peu baissé pendant cette période-là. Donc, forcément, un peu comme tout le monde, pour certains, ça a baissé. Là, ça reprend. Oui. Ça reprend plutôt bien. Donc voilà, et en gardant toutes les mesures sanitaires, en fait, mises en place par le gouvernement, ça fonctionne plutôt bien. Autre question, est-ce qu'il existe des primes? Donc, je suppose que ça fait partie de la rémunération, mais est-ce que ce système-là existe? Bien sûr, ça existe. Après, je dirais que ça va vraiment être de l'individuel en fonction de l'entreprise et ce qui est mis en place par l'entreprise. Mais bien sûr, il peut y avoir des primes dans le cadre des métiers industriels, comme je dirais comme pour les autres d'ailleurs. Du coup, une journée de travail, c'est combien d'heures? Ça varie. Ils peuvent être aux 35 heures, ils peuvent être plus, 37h05, 39 heures. Quoi qu'il arrive, si vous faites 37h05 ou 39 heures, soit vous avez des RTT qui compensent, donc des repos en plus, soit vous êtes payé plus, vous êtes majoré. Enfin voilà, c'est sur une base de 35 heures même en fait. Je dirais 35 heures semaine, hein, on est d'accord. Voilà, parce que la question, pardon, c'est moi qui l'ai mal posée, c'était combien d'heures par jour de travail? Donc, on est plutôt sur 7 heures et ça peut être 8 heures et puis le vendredi après-midi, on travaille pas. Enfin, voilà, en fait, c'est lissé souvent en fait, dans l'industrie, comme c'est des horaires un peu décalés, c'est lissé sur la semaine, sur le mois. Et ça revient à une moyenne de 35 heures semaine. Donc, 7 heures par jour, mais voilà. Ça peut... On revient à la question tout à l'heure sur les horaires, je dirais. Et du coup, la question qui brûle les lèvres, c'est on a vu que ça couvrait pas mal de secteurs d'activité. Quels sont ceux qui recrutent le plus aujourd'hui? Alors, on a beaucoup de soudeurs. Oui, dans la chaudronnerie, voilà, il y a beaucoup de demandes. Après, dans la maintenance industrielle également. Et la maintenance, comme on vous l'a dit, ça peut être autant l'agroalimentaire, autant le ferroviaire, autant voilà. Donc, un technicien de maintenance, j'aurais du mal à vous donner un secteur parce qu'il peut vraiment intervenir dans tout type d'entreprise. Donc, il y a de la demande sur la maintenance dans n'importe quelle entreprise.
Et du coup, est-ce que vous pouvez nous citer quelques noms d'entreprises industrielles de La Rochelle? Oui, pour donner des exemples d'entreprises, La Rochelle et Alstom notamment, sur le ferroviaire. Après, je te laisse faire, c'est plus ton domaine. Bah oui, alors après, vraiment, on donne pas trop les, tu sais, juste quelques noms. Les grosses entreprises comme Alstom, effectivement, qu'on connaît bien. On a Carl Zeiss Meditech, qui est dans le médical, si on veut un petit peu varier les plaisirs. Oui, voilà. On a Cimer dans l'aéronautique, par exemple. J'essaye de trouver des secteurs différents. Ouais. Pour donner des grands noms, peut-être qui vous parleront un peu plus. L'agroalimentaire aussi. Voilà. Pour les questions par rapport aux entreprises qui embauchent, n'hésitez pas non plus à aller consulter les offres directement sur le site de Pôle emploi. Peut-être se rapprocher de vous également au niveau du pôle formation. En principe, si elles recrutent, notamment par alternance, elles font appel à vous, non? Tout à fait. On a chaque année des entreprises qui vont nous solliciter pour nous dire, voilà, on aimerait au moment de la rentrée de la formation recruter un apprenti dans tel domaine. Est-ce que vous pouvez faire le lien sur les candidatures? Et c'est un service qu'on propose dans le cadre de ces formations. Bah écoutez, mesdames, merci beaucoup. Pour tous ceux qui nous suivaient, notamment les enseignants, sachez que vous avez la possibilité de contacter Cap Métiers pour un direct avec nos conseillers, histoire d'aller un petit peu plus loin sur les formations qui existent et revenir sur ce secteur au sens large. Et puis pour plus d'infos sur les métiers, rendez-vous sur cap-métier.fr ou pour des questions plus individuelles sur notre plateforme téléphonique au 0800 940 166. Un grand merci à vous pour votre mobilisation ce matin et puis à très vite pour une nouvelle mini-conférence.